Bonjour tout le monde, bienvenue à Vauban au chalet. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Benoît Julien à distance. C'est pour ça que j'ai personne avec moi. Il est en vidéoconférence avec nous aujourd'hui. Avec ce qu'on connaît de la crise, se déplacer de Montréal, c'était malheureusement pas possible. Benoît Julien, qui est directeur du programme InvestAI. Bonjour Benoît. Bonjour, ça va bien, Hugues? Ça va super bien, merci. On a décidé, on a demandé surtout à Benoît si il voulait bien se joindre à nous pour ce Vauban au chalet pour venir mettre une autre voie. Je dirais, on a nos experts chez Vauban en intelligence artificielle, puis c'est connu, mais souvent on se dit qu'il n'y a rien de mieux et nul n'est prophète dans son pays. Là. Fait que des fois, il n'y a rien de mieux que d'avoir une voix externe qui vient aussi expliquer dans d'autres mots, puis qui va venir répondre à des questions de façon un peu différente peut-être par rapport à ce que nous, chez Vauban, on peut donner. Puis un autre point de vue, d'avoir encore une fois un expert externe, c'est génial. Puis Benoît, qui est un docteur en ingénierie assisté par ordinateur avec une orientation intelligence artificielle, je ne me trompe pas, hein, c'est entre autres ça, tes études back then, Benoît? Oui, c'est ça, ça fait déjà longtemps, mais oui, effectivement. Puis aujourd'hui, je te lance plus de fleurs après, le premier, mais quand même une personnalité reconnue dans le monde de l'intelligence artificielle au Québec, là, avec son expertise. Donc, c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va essayer d'attaquer ensemble une question qui est quand même large et vaste, là, mais on va jaser de la démocratisation de l'IA et pourquoi il est grand temps que nos entreprises, nos organisations se mettent en mouvement pour l'adoption et surtout l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce qu'on peut appeler, mettons, leur transformation numérique. Fait que, c'est à peu près ça. On va naviguer au travers de ça ce matin ensemble, Benoît. Parfait, parfait. Je te lance sur une première piste, puis comme toujours dans le Vauban au chalet, de toute façon, on le fait de façon super informelle, fait qu'on va bouncer ensemble les différentes questions. Mais la première, c'est pourquoi l'IA est plus accessible pour les entreprises en termes de risque d'investissement que jamais, selon toi? Ben, il y a deux volets à cette question-là. Je pense qu'il y a le point de vue affaires puis il y a le point de vue technique. Hein. D'un point de vue technique, on aurait voulu, si on définit l'IA comme étant surtout et essentiellement l'application de techniques de machine learning, ben, les percées qui ont eu lieu dans la dernière décennie font en sorte qu'il y a des problèmes qui avant n'étaient pas envisageables de résoudre avec les moyens de l'époque. Et donc, je te dirais d'un niveau technique, les entreprises ont accès maintenant à des technologies, des API publiques ou privées qui leur permettent facilement justement de monter une solution et de faire des apprentissages automatisés sur la base des données qui sont disponibles. Donc, au niveau technique, il y a une facilité qui n'était pas là il y a même 5 ans, je dirais. Puis au niveau affaires, ben, justement, ce qui s'est passé il y a 5 ans, avec la montée du deep learning, avec tout l'essor du MILA et de Montréal et du Québec, les gouvernements ont heureusement mis en place beaucoup d'initiatives pour aider les entreprises, tu le sais, là, au niveau financier en particulier, pour les aider à prendre ce virage-là puis d'appliquer ces technologies-là de machine learning, d'apprentissage automatisé. Fait que ça vient réduire le risque d'affaires significativement. Et je pense que d'un point de vue affaires, le risque étant réduit, puis la technologie étant maintenant disponible et applicable, ben, qu'on est vraiment comment dire, à la confluence ou la convergence d'une opportunité à saisir par les entrepreneurs québécois. Là. Puis est-ce qu'on peut dire aussi que justement les programmes d'études ayant été démarrés il n'y a pas si longtemps que ça, on commence à avoir de plus en plus de main-d'œuvre. Tu l'as un peu dit avec ce qui s'est fait, entre autres, à Montréal. Mais maintenant, c'est beaucoup d'universités qui offrent des programmes dans ce sens-là. Donc, on a quand même un bassin d'experts qui font en sorte que c'est plus accessible que ce l'était. Puis c'est une expertise qui n'est plus improvisée, j'ai envie de dire. Oui, puis ben, improvisé ou encore difficile à accéder parce qu'il y avait trop peu de gens. Tu le sais, sans doute que même au début de Vauban, vous étiez dans cette situation-là aussi. Là, c'est le marché du travail.
si tu voulais si tu voulais des gens qui savent faire du deep learning, tu étais obligé d'aller engager du monde avec des doctorats euh, et une rareté de main-d'œuvre de spécialité, alors que maintenant, bon, ben, effectivement, c'est en train de changer. Je te dirais que c'est pas mission accomplie, mais avec les programmes de maîtrise appliqués à l'IA, comme l'Université de Montréal a monté sur pied avec le MILA il y a de ça déjà 2 ans. Je pense qu'il y a d'autres universités qui emboîtent le pas là-dessus. Et ceux qui ne le font pas, moi, j'encourage les milieux académiques à considérer comment former des étudiants de maîtrise, puis comment peut-être même d'initier des étudiants de baccalauréat à ce que c'est construire un classificateur linéaire, qu'est-ce que c'est de prendre un jeu de données puis pouvoir le mettre en forme pour pouvoir justement faire des prédictions. Donc, oui, tu as raison. Le marché du travail s'améliore à cause de ces initiatives-là aussi, là, ce qui était un problème en 2015, là, facile. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'intelligence artificielle, de plus en plus, elle est mieux comprise en termes de possibilités par les entreprises manufacturières ou peu importe le domaine ou l'industrie, là? Ou pas encore? Moi, Ben, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Moi, je vois qu'il y a il y a un clivage. Tu sais, ça a toujours été peut-être là, en technologie. Mais tu as, les early adopters, puis tu as les laggers, puis les gens qui sont moins tech-savvy, si on veut. Puis on le vit évidemment au niveau de l'IA aussi. Il y en a pour lesquels le mot intelligence artificielle, ça évoque plus des films qu'ils ont vus que des choses qu'ils pourraient appliquer dans leur entreprise. Puis il y a les adopters qui, eux, ont compris puis ont saisi que c'est des outils de prédiction exceptionnels qu'il faut mettre à profit pour résoudre des problèmes qui, avant, ne pouvaient même pas être envisageables comme étant solvables dans leur entreprise et qui ont aussi pris conscience que s'ils ne le font pas, ben, d'autres vont le faire à leur place, puis ça risque peut-être d'être leur compétiteur au Québec ou ailleurs, là. Absolument, absolument. Puis tu l'as nommé un peu tantôt, mais enfin, juste pour leur clarifier, la notion de capacité de calcul des machines a changé la donne aussi. C'est un peu ce que tu disais, là. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une maturité de certaines méthodes ou de certains modèles, oui, mais aujourd'hui, justement, les capacités computationnelles des nouvelles machines sont juste démesurées, puis ça permet et ça ouvre de nouvelles portes, là. C'est ça. Je ne sais pas combien d'articles qui ont été écrits à répéter que essentiellement c'est quoi? Accessibilité, ils vont dire, puis c'est avec justesse, l'accessibilité au big data, à la donnée, qui est plus facile qu'avant, puis qu'on en collecte plus qu'avant. Puis comme tu dis, avec les GPU puis les processeurs, maintenant, ben, tu es capable de faire des traitements dans un réseau de neurones que tu n'étais pas capable de faire. Puis au niveau mathématique, ben, les réseaux de neurones complexes maintenant convergent depuis, c'est ça, depuis 2012-2015 avec les travaux de Yoshua et d'autres. Donc, c'est cette convergence-là qui a fait en sorte que maintenant l'industrie est capable d'adapter, utiliser ces technologies-là, puis ça sort des labos, puis ça sort du monde académique, là. Ça fait 30 ans qu'on attend ça. Moi, quand j'ai fait mon doctorat dans le domaine relié à l'intelligence artificielle, je veux dire, on fabulait de ça. Je veux dire, si je pouvais avoir 30 ans de moins, je serais bien content de refaire mon doctorat dans le contexte actuel, là. Parce que le paradigme a changé, puis il est plus proche de ce qu'on pourrait envisager comme étant l'évolution normale de ce que devrait être une intelligence qualifiée d'artificielle. Non, c'est vraiment. On vit une époque très excitante à ce niveau-là, selon moi, là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Puis qu'est-ce qui fait, d'après toi, dans ce cas-là? Parce que vous le vivez chez InvestAI, on en parle souvent ensemble quasiment, mais de dire que il y a encore cette résistance-là des entreprises. Il y a une part, nous, on construit, on travaille à développer des plans de transformation numérique pour nos clients, pour plein d'entreprises, manufacturières ou d'autres, peu importe, là, logistique, agroalimentaire, etc. Puis quand tu arrives avec l'intelligence artificielle, c'est toujours très délicat, là. Pour eux, ça reste aujourd'hui une boîte noire là, très opaque dans laquelle c'est presque de la magie, là. C'est ce que vous vivez aussi, hein? C'est ce que tu constates ou je me trompe?
Ben, en fait, les gens nous arrivent avec des problèmes à résoudre, puis des fois, ils vont penser que ça demande de l'intelligence artificielle, puis c'est en réalité des solutions algorithmiques de base qui feraient la job. Mais comme tu le soulignes, il y a aussi une méconnaissance. Moi, des fois, j'en viens à essayer d'éviter le mot intelligence artificielle, puis de parler simplement de modèle de prédiction. Ouais. Et de leur faire comprendre qu'il y a des choses que s'ils pouvaient les prédire, que justement leur business pourrait réussir à être plus efficiente et obtenir des gains significatifs. Mais tu sais, j'ai un peu le beau rôle parce que contrairement peut-être à toi, on n'essaie pas de faire d'évangélisation parce que honnêtement, j'ai pas les ressources pour faire ça. Donc, les gens qui nous approchent pour des projets sont généralement des compagnies qui comprennent assez bien les capacités de cette technologie-là, aussi les besoins et la nécessité de créer des modèles de prédiction dans leur entreprise, que ce soit prédiction de la demande, prédiction des bris d'équipement, prédiction de l'identification des défauts. Bref, tu les connais autant que moi, tous les cas de figure possibles. Donc, on va plus les aider peut-être à aller un step plus loin, c'est-à-dire à vraiment identifier c'est quoi le ou les classes à prédire et les inciter à mesurer un baseline pour justement, parce qu'en bout de ligne, ce que tu veux, c'est obtenir un gain significatif, tant au niveau technique qu'il va avoir par la suite un impact au niveau affaires. Donc, on est plus dans la deuxième moitié de la courbe de notre côté que dans les gens qui se demandent encore à quoi ça sert ou pourquoi je devrais m'en servir. D'habitude, ils ne vont pas nous solliciter s'ils n'ont pas déjà passé ce cap-là. Je comprends. Puis, merci, je pense qu'on a fait un pas pire tour. La deuxième question qu'on voulait attaquer ensemble, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'IA appliquée. Donc, l'intelligence artificielle appliquée, ça veut dire quoi? J'aimerais t'entendre là-dessus. Bien, moi, je me rappelle, Yoshua disait, puis je vais le citer parce que ce ne sera pas à la lettre, là, mais grosso modo, ce que j'avais retenu d'une chose qu'il avait dit, c'est si on arrêtait complètement toute la recherche académique en ce moment, on pourrait surfer la vague qu'on a là, surfer dans le sens où on pourrait développer des technologies, appliquer les choses qui ont été trouvées, qui sont actuellement fonctionnelles pendant au moins encore 10 à 15 ans. Okay? Donc, la différence principale, c'est qu'évidemment, du côté académique, tu sais, on va s'adresser, on va se concerner plus sur des problèmes plus fondamentaux, avec la perspective de dire justement, tu sais, comme toute la question du common sense, comment tu apprends à la machine de pouvoir fonctionner dans d'autres contextes que dans le contexte pour lequel elle a été spécifiquement entraînée. Je ne vais pas m'étendre sur toute la question du transfer learning, ces choses-là, mais d'un point de vue pratique, nous autres, c'est évidemment, chez InvestAI, c'est des projets d'application de l'IA. Donc, rarement, ça va demander la mise au point de nouvelles techniques. Et puis, c'est bien correct comme ça parce que si on se met, par exemple, à faire du deep learning, il y a quand même une certaine complexité qui va avec ça. Et il y a souvent des projets que les gens, la compagnie va en avoir déjà plein son casque, si on peut dire, pour déjà mettre en place ces solutions-là. La beauté de la chose, c'est que il y a des API qui existent, il y a des réseaux préentraînés qui sont disponibles, qui peuvent être utilisés. Aussi, les classificateurs linéaires, ça fait 30 ans que ça existe, puis ça les a comme fait sortir du placard. Je veux dire, on en a tous fait quand on faisait une régression linéaire dans une courbe, mais quand on est rendu avec non pas un axe X puis Y, mais mettez toutes les lettres de l'alphabet puis imaginez que ça, c'est votre espace de recherche. C'est là que tu commences à avoir besoin de, justement à cause de, ça s'appelle l'explosion de la dimensionnalité. C'est là que ces techniques-là commencent à être très intéressantes. Et on est rendu à un moment donné où justement les données sont suffisamment riches pour avoir besoin de ces formes de représentation-là. Et donc, la version appliquée, c'est justement des méthodes éprouvées, connues d'apprentissage par ordinateur qui sont mises en pratique sur des données industrielles ou commerciales. Bien,
Parfait. Puis, tu sais, moi, c'est exactement pourquoi je pense que cette question-là me tient autant à cœur. C'est de dire que on invente peu de choses et du moins on avance dans des technologies éprouvées dans un contexte où on fait de l'intelligence artificielle appliquée. Donc, ma traduction est bonne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis on pourrait ôter le mot intelligence artificielle puis on construit des modèles de prédiction comme on en construisait avant, mais ils sont plus complexes, plus sophistiqués, puis ils peuvent prendre en compte beaucoup plus de paramètres qu'il y a 10 ans. Exact. Ben, moi, je pense que c'est un des trucs, en tout cas pour l'avoir testé auprès de beaucoup de nos clients, là, je pense, cette notion-là qui fait beaucoup, en tout cas souvent, la différence, de leur faire voir et comprendre qu'on ne part pas sur une recherche fondamentale et qu'on utilise justement des modèles existants, puis que le risque technologique, il est géré. Je ne dis pas qu'il est nul, mais il est géré. Donc, tout ça, à mon sens, ça aide clairement la fameuse démocratisation dont on parlait au début là, de ces belles technologies d'IA et de prédiction. Encore une fois, des fois, comme tu le dis bien, moi je pense que c'est très juste. L'IA, si le mot fait peur, on le sort, puis on veut s'attaquer à prédire, en fait. Puis c'est ça la cible. Puis aussi, il y a une autre affaire, là, c'est que avec la percée qu'il y a eu en deep learning, maintenant, il y a des signaux que les compagnies avaient à leur disposition puis qu'ils ne traitaient pas parce que la technologie n'était pas là. Mais j'entends par là tout ce qui est traitement d'image. Grosso modo, les technologies maintenant sont vraiment assez matures que, bon, vous savez, là, vous avez des clients aussi que vous faites du traitement d'images prises par caméra, mais on se ramasse dans des contextes industriels où les gens peuvent faire de l'assurance qualité avec des caméras puis de la détection de défauts de façon assez optimale avec des modèles préentraînés ou des modèles facilement entraînables. Donc, ça c'est un breakthrough. Traitement des langues naturelles, c'est un autre breakthrough, puis on fait juste commencer là-dessus. Je disais pas plus tôt que la semaine dernière, il y a une nouvelle technologie, là, ils appellent ça les transformers, c'est en train de vraiment changer encore même les modèles qu'on connaît actuels de compréhension de texte, puis ça a des impacts. Une compagnie qui est dans le domaine légal, il y en a plusieurs, bien, le traitement des textes, c'était un petit peu laissé aux experts humains, puis il n'était pas question de commencer à faire des grosses analyses NLP poussées parce qu'on était encore dans des modèles qui étaient quand même difficiles à gérer et autres. Donc, ça a ouvert des nouvelles applications. Puis, celle qui est restée, mais qui est rendue plus grande, c'est ceux qui étaient assis sur des historiques de données qui n'étaient ni des images, ni du son, ni du texte non structuré, mais carrément des données historiques de toutes sortes de variables mesurées sur le terrain ou autre. Bien, ces problèmes-là qui avaient trop de dimensions, bien, ils sont capables maintenant d'envisager des solutions pour ces problèmes-là s'ils ont suffisamment de données. Donc, c'est toujours un dialogue qu'on a avec les entrepreneurs, puis sans doute vous aussi, là, de discuter des problèmes puis des données qu'ils ont à leur disposition, puis de voir si effectivement ce qu'ils voudraient prédire peut l'être avec des approches actuelles, là. Oui, puis tu mentionnais, non seulement c'est très juste, mais tu mentionnais la détection de défauts en utilisant la vision. Les technologies de vision aujourd'hui aussi, ce qui est génial, ce qui est capoté en fait, c'est que des caméras extrêmement performantes, industrielles, dans les 5 dernières années, ça fait aussi partie des choses où les prix ont drastiquement chuté. On a pour 1 500 $ une caméra avec une petite capacité computationnelle à l'intérieur. Donc, alors que ça valait des fortunes, 15-20 000 la caméra il y a justement 5-10 ans max. On est à 1 500 pour un grade industriel aujourd'hui, là, pour ces caméras-là. Ça, c'est hallucinant, là. Oui, puis c'est des beaux projets relativement, même si ça semble complexe, ça ne l'est pas tant que ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compagnies qui se privent. Juste ce cas-là que tu viens de nommer, là, assurance qualité, là, moi je pense aux fabricants de planches de bois, aux gens dans l'agroalimentaire, aux gens dans toutes sortes de domaines qui ne réalisent pas que s'ils installaient quelques caméras, justement, avec une bonne résolution, ils pourraient commencer à faire des analyses justement d'assurance qualité automatique ou semi-automatisées afin d'aider leur personnel sur le terrain. Puis c'est juste un exemple. Puis encore une fois, là, on a la différence entre les compagnies qui l'ont pitché parce qu'ils l'ont compris puis ils ont su que ça existait parce qu'ils l'ont vu ailleurs,
il y a du monde aussi, il y a des entrepreneurs qui sont capables de se dire, écoute, ils sont capables de mettre une caméra pour conduire un auto, pourquoi faire, je ne pourrais pas prendre la même caméra et commencer à monitorer la qualité de ce qui sort de mon usine. Ben oui. Bon, ben, eux autres, ils font le 1+1, puis c'est souvent des gens qui sont tech-savvy ou tout au moins qui sont curieux et qui désirent innover. Puis ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que les gens qui le sont peut-être moins ou qui ont d'autres. Il y a une chose aussi, il faut faire attention, là, c'est que il y a des gens qui ont d'autres problèmes à régler que ceux-là. Puis ils ont la broue dans le toupet, puis c'est bien qu'ils peuvent comprendre qu'il y aurait des gains en prédiction à obtenir en faisant du développement de ce type de modèle-là. En ce moment, surtout avec la COVID, ils sont soit en mode survie ou sont en mode que, tu sais, perdons pas de vue, là, l'industrie manufacturière au Québec, 16% de l'industrie manufacturière est numérisée. Okay? Puis en fait, plus que ça, mais il y a comme les gens vont. La statistique que j'avais lue, c'était que tu avais 84% des entreprises qui n'avaient pas vraiment un plan de numérisation. Fait que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là. Non, non, exact. Donc, les compagnies avec qui tu parles et avec qui tu travailles, tu es dans le 15%. Là. Même chose pour Investea. J'ai le goût de dire c'est la crème de la crème. Là. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ce 15%-là va être rendu, on espère, à 40 ou à 50. Puis s'il ne l'est pas, ce que j'ai peur, c'est qu'on se fasse rattraper par d'autres gens, d'autres pays, surtout qui, eux, le font plus massivement peut-être. Je suis encore une fois 100% d'accord avec toi. Puis c'est ce qu'on constate. Puis on va même, nous, souvent mettre de l'avant une notion que tu dois bien connaître aussi, là, qui est la littératie numérique. C'est dire que souvent, nos entreprises manufacturières, mais dans d'autres secteurs d'activité aussi, là, ont un tel retard qu'on dit peut-être que vous n'êtes pas prêt pour un premier projet en IA, peut-être qu'il va falloir préparer le terrain puis que ça prendra X temps, X années. Oui, mais à tout le moins, il faut que les gens s'éduquent et commencent à lire sur ces technologies-là pour se mettre tranquillement à la page parce que plus tu les comprends, plus tu peux en voir le potentiel, puis après ça, l'extrapoler et en mettre justement en saupoudrer. Là, on veut pas. Puis c'est un peu tantôt aussi pour faire du pouce sur ce qu'on a dit tantôt. C'est bien beau de dire intelligence artificielle, mais il faut quand même une stack logicielle. Il faut l'algorithme en lui-même seul sur une clé de mémoire. Il n'est pas magique. Il faut s'assurer d'avoir tout le volet logiciel pour le faire tourner puis qu'il soit connecté au système, aux autres systèmes de l'organisation, de l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est un bout à ne pas négliger aussi. Là. Non, c'est ça. Puis celui des données, combien de fois ça m'arrive de. Tu sais, les gens vont nous arriver avec un nouveau produit qu'ils veulent mettre en marché, puis ils veulent faire ils veulent ajouter de l'intelligence dans le produit. Et souvent, je me retrouve à leur répondre, bien, écoutez, lancez le produit d'abord, puis mettez des senseurs ou collectez vos données d'utilisation, puis de vos clients ou autres. Et après ça, on discutera d'ajouter de l'intelligence sur la base de l'utilisation, de la performance ou de la sous-performance de l'équipement. Mais tu ne peux pas faire ça tant que tu n'as pas les données. Puis d'autres fois aussi, les gens veulent prédire des choses, mais malheureusement, dans les dernières années, ils n'ont pas collecté certains des facteurs critiques qui expliqueraient ce qu'ils essayent de prédire. Je ne sais pas si vous le faites des fois, mais quand une compagnie n'est pas prête pour du machine learning, il y a quand même lieu des fois de développer un modèle classique, algorithmique, puis peut-être aussi de commencer des collectes de données qui ne se faisaient pas ou qui ne se faisaient pas de la bonne façon auparavant pour que c'est un horizon d'1 an, 2 ans, quand la compagnie va être rendue plus prête pour ça, bien, les données vont être là aussi. Là. Ah oui, les bons vieux Data Lake, Data Warehouse, peu importe le nom, hein, il y a eu plusieurs modes là-dedans aussi, mais oui, s'assurer d'avoir la bonne infrastructure pour la collecte de données, ça fait partie de ce qu'on fait plus tôt que tard dans le processus, forcément. Là. Une affaire aussi que j'aimerais qu'on reparle à un moment donné, peut-être, ce serait la fameuse question de, tu as mentionné tantôt, tu parlais de black box, puis gray box, puis white box. Là. En fait, tu parlais juste du black box, là, mais juste un mot là-dessus. En fait, je diverge, là, mais je vais juste dire peut-être ce qui nuit aussi, c'est ça, des fois, c'est que il y a un niveau de complexité, des fois, dans un réseau quand c'est du deep learning, qui fait que malgré les outils qui vont analyser les poids de réseau, etc., tu n'as pas vraiment une compréhension claire de ce qui a été appris. Puis ça peut créer une incertitude, puis il y a des domaines qui ne pourront pas accepter ce genre de boîte noire. Tu ne peux pas envoyer un gars en prison sur une boîte noire. Tu ne peux pas refuser une réclamation d'assurance sur une boîte noire.
Donc, il y a une évolution qui doit avoir lieu à ce niveau-là. Là. Tu sais, c'est tout le domaine là, de ce qu'ils appelle l'explainable AI. Là. Mais c'est sûr que je voulais juste mentionner ça. C'est un point important, puis ça me fait penser aussi à cette notion. Comme tu dis, on ne peut pas envoyer un gars en prison sur une black box, mais c'est tout comme l'attente d'avoir une technologie à 100%, sachant que l'intelligence artificielle, c'est probabilistique, donc on ne sera jamais à 100% là, techniquement. Là. Donc, on n'aura jamais une certitude. Puis, à la voiture autonome qu'on demande d'être parfaite, alors que l'humain est Dieu sait imparfait au volant, tout ça, c'est aussi des... En tout cas, pour moi, c'est des biais cognitifs où tu dis, crime, il y a tout un processus qui n'est pas, qui est pas complété là, pour monsieur, madame, tout le monde, puis probablement pour la population en général, par rapport à non seulement à la compréhension, mais à la façon de recevoir ces nouvelles technos dans nos environnements. Ouais. Mais on dirait qu'il y a certains types de décisions qu'on n'accepte pas qu'une machine prenne à notre place, à moins qu'elle ait une précision de 100%. Puis c'est déraisonnable comme raisonnement, mais c'est l'exemple de conduire des automobiles va arriver un jour, les compagnies d'assurance vont préférer que tu ne mettes pas les mains sur le volant parce que statistiquement, ils savent que tu as moins de chances de faire d'accident si tu t'en remets à la machine, si on veut. Puis évidemment, ça va frustrer bien des gens bien des hommes en particulier, j'imagine, qui se considèrent tous comme des excellents conducteurs. Mais j'en reviens à mon exemple de condamner quelqu'un. Tu peux pas. Tu sais, encore une fois, si on prouve statistiquement qu'il y a une erreur de temps sur condamner quelqu'un, puis que la machine, elle, statistiquement, a une erreur plus bas, ben ça crée un inconfort pareil. Puis on dirait qu'on préfère que l'erreur vienne de l'humain plutôt que d'accepter une erreur plus petite qui vient d'une machine. Tu sais, faire une erreur dans le classement des patates, c'est peut-être moins sérieux que d'envoyer quelqu'un en prison. Oui, oui, oui. Tu vends le punch d'un client qu'on va recevoir dans pas long, d'ailleurs. Peut-être pour rapper ce qu'on a abordé, Benoît, ensemble, machine learning, deep machine learning, tout le bucket intelligence artificielle, là, au-delà des buzzwords, si les gens, si tu avais à leur dire, rappelez-vous de ce que ça peut faire et voici ce que ça peut faire, tu le résumerais comment? Ben, je pense qu'on y a touché tantôt, mais je dirais, j'en reviendrai toujours avec la fameuse question de dire ça va te permettre ça va permettre de développer des façons, ça va vous permettre de faire des prédictions que vous ne pouviez pas faire avant, avec une précision que vous n'aviez pas avant, sinon. Donc, parce que, tu sais, quelque part, là, la notion de, tu sais, le machine learning, en bout de ligne, là, c'est pas le machine learning qui intéresse l'entrepreneur. C'est le modèle qui résulte du machine learning. Puis des fois, le modèle, une fois entraîné, on dit tout le temps, ah oui, il va y avoir du, comment on appelle ça, du ongoing interactive learning. Puis oui, tant mieux. Puis là, on parle de la feedback loop, puis de réentraîner, puis tout ça. Puis bon, ça pose des problèmes par rapport au concept drift, puis toutes sortes de trucs, là, mais aussi le catastrophic forgetting. Là. Mais ceci dit, ce qui intéresse le client à court terme, à mon avis, ou l'entrepreneur, c'est d'avoir un modèle qui tient la route. Puis si la route pour s'y rendre, c'est d'utiliser une technique de machine learning, qu'elle soit linéaire ou non linéaire, puis qu'on choisisse d'appeler ça de l'intelligence artificielle, il s'en fout un peu. Là. En bout de ligne, ce qui va compter, c'est d'avoir un bon modèle de prédiction. Fait que, d'un point de vue appliqué, je dirais c'est ça qu'il faut retenir. 100% d'accord avec toi. Prédire la bonne chose puis trouver le bon problème pour lequel aussi souvent, c'est quelque chose que vous vivez, là. On se fait appeler puis on veut faire l'intelligence artificielle. OK, good. Mais c'est quand tu creuses un peu puis on le fait à chaque coup avec une approche bien à nous, là, mais on veut trouver le vrai problème puis tabarouette, c'est surprenant comment souvent le problème finalement n'en est pas un. Donc, tu sais, ça, c'est toute une question qui en est toute une autre, là, mais les technos pour les technos, tu sais, crime, si on veut investir dans les technologies, c'est comme dans n'importe quoi et comme dans tout, je dirais. Trouvons les vrais problèmes qu'on veut gérer dans notre organisation, puis là, parfait, avançons vers quelque chose qui peut-être va être de l'intelligence artificielle et à tout le moins qui va aider l'organisation. Tu as tellement raison. En fait, tu sais quoi?
ce que je vis, moi, des fois, c'est que l'aide gouvernementale, pour reprendre un terme de machine learning, crée un biais. Okay? Ça veut dire que le fait que les paliers de gouvernement provincial, dans notre cas, ou fédéral, vont encourager l'application de l'IA, le fait de se faire aider financièrement pour faire de l'IA, ça, à tort, des fois, ça va inciter des gens à vouloir utiliser de l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent soit à tout prix mettre ça dans leur brochure, puis en plus et surtout bénéficier d'une aide substantielle pour la réalisation de la solution, alors que la solution pourrait être beaucoup plus simple que ça et ne demandez pas d'IA. Donc, quand je fais des brainstorms des fois avec des clients, ben, je vais des fois creuser cet aspect-là. D'autres fois, c'est l'autre. Puis, tu sais, pratico-pratique, tu fais une analyse de dimensionnalité, puis là, tout à coup, tu te ramasses qu'il y a deux attributs qui expliquent la classe à prédire. Bien là, tu es rendu, puis il l'explique d'une façon quasi linéaire. Puis là, tu es rendu à dire, ben, regarde, là, on a une équation à X et Y pour prédire Z. OK? Puis, c'est l'équivalent de passer un plan. Bon. Ou si c'était une variable, ça serait l'équivalent de faire une régression linéaire. Fait que, puis il n'y a rien de mal à ça. Tant mieux si le modèle est simple, il va être plus facile à maintenir, il va être peut-être plus robuste, plus comprenable, etc. Puis l'autre phénomène aussi que je voulais dire, c'est au niveau affaires. La chose qui arrive aussi des fois, c'est que tu vas ramasser à sous-évaluer tes coûts. Okay? Plutôt à surévaluer tes coûts. Tu avais quelques reprises, des gens vont nous approcher et dire on voudrait faire du processing, du text processing pour comprendre les factures qui rentrent chez nous, pour les mettre de façon automatique sur la base des numéros de clients, nom de la compagnie, adresse ou autre, extraire les montants, et tout mettre ça dans notre système interne ERP ou autre. Puis là, je leur pose, mettons, la question, OK, il y a combien de personnes chez vous qui font ça? Puis on va me dire une ou deux. Puis là, ben, OK, mais là, vous me parlez d'un projet qui va coûter à peu près 200 000, 300 000, mettons, puis peut-être moins. Mais l'économie n'est pas nécessairement substantielle. Puis ça a l'air drôle à dire, mais il y a un raisonnement d'affaires à faire aussi. C'est que l'aide gouvernementale, des fois, peut inciter les gens à tort à faire de l'IA sur pas le bon problème. Okay? Puis des fois aussi, comme tu le dis, c'est que le bon problème à résoudre, le pain point à résoudre pour l'entreprise, ben, il ne va pas demander un coup de massue de IA. Ça va être beaucoup plus simple que ça dans sa version 1. Puis peut-être dans la version 2, sur un horizon d'un an ou deux, ça va être le temps d'en faire, puis les données vont être peut-être plus au rendez-vous pour faire des choses plus sophistiquées. Absolument, absolument d'accord. J'ai envie de te dire, pour terminer peut-être, puis pour boucler la boucle, sur InvestAI, peux-tu nous en dire un mot, s'il te plaît? Parce que c'est quand même un programme que tu diriges qui est unique. Moi, je le dis toujours comme ça. Fait que je te laisse le présenter. Oui, bien, comme je disais tantôt, c'est de l'argent provincial. C'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui ont mandaté la compagnie Vado Labs, pour laquelle je travaille, de gérer ce fonds-là de 35 millions pour aider surtout les entreprises existantes. Donc, on ne fait pas de start-up, on fait des compagnies qui ont des revenus d'1 million et plus, des revenus de vente, des revenus annuels, pour aider justement ces compagnies-là à prendre le virage en IA. Parce que tu disais tout à l'heure, au niveau recherche et développement, je pense que le Québec fait figure de leader par rapport à d'autres régions du monde aussi. Là. On parle de la West Coast, on parle de la Corée, on parle maintenant, il y en a plusieurs hubs de IA, là, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 3-4 ans, mais c'était des hubs au niveau recherche. Au niveau appliqué, sur le terrain, comme par exemple le backbone de l'industrie de l'économie québécoise, c'est le manufacturier, ben, il y a un virage IA qui est parfois difficile à prendre et qui comporte des risques. Et ce fonds-là que je dirige vise à réduire ce risque-là. Donc, on peut supporter jusqu'à 50% des dépenses d'un projet, incluant la sous-traitance, comme par exemple avec Vauban ou autres compagnies. Et les projets doivent avoir une durée de maximum de 2 ans. Et vu qu'on supporte 50% des coûts, on s'attend à ce que l'autre 50% de l'argent vienne du privé. Beauté de la chose, c'est que ce 50%-là restant est généralement éligible au crédit recherche et développement. Donc, on se ramasse en bout de ligne, c'est un horizon de 12 à 18 mois, un projet qui coûte à peu près 10 à 25 cents dans piastres aux clients. Donc, au niveau financier, tout au moins, ça devient très intéressant. Puis, on a, nous, des gens, on a une petite équipe, on est 4. Mais comme je disais,
On peut passer du temps un peu avec le client aussi pour l'aider à mieux définir son projet. Puis le processus d'application qui se fait en 2 phases. Là, puis on essaie de rendre ça assez simple. Là, la première phase, c'est juste un petit document de 5 pages dans lequel on fait un genre de go-no-go, on vous invite à soumettre ou pas. Et par la suite, une fois qu'on invite à soumettre, sur un horizon d'à peu près 3 mois, maximum, 2 à 3 mois, le comité de sélection rend sa décision. Donc, et les remboursements se font trimestriellement. Fait que c'est un beau programme pour des projets en IA. Il y en a d'autres aussi. Mais celui-là, à ma connaissance, c'est le seul fonds entièrement dédié qu'à des projets de IA là, au Québec. Puis, étant donné qu'on commence à bien connaître les rouages du fonds en question, c'est aussi génial, selon ma perspective, que pour aussi le clarifier pour ceux qui écoutent, ce n'est pas que le développement de l'algorithme d'intelligence artificielle qui est admissible, hein, c'est vraiment le projet, puis comme on le mentionnait plus tôt, le volet développement logiciel pour que ça se connecte, que ça s'interface aux bons systèmes, soit existants ou en place. Puis même, il y a un volet, pas progiciel, mais hardware, donc d'avoir l'achat de quelques caméras pour le prototype, etc. Tout ça se qualifie aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, les dépenses éligibles, comme tu le dis, ça inclut, oui, le développement du modèle prédictif lui-même, mais on sait bien que ce modèle-là, pour être applicable opérationnel en industrie ou commercialement, il doit avoir une interface usagée, il doit être connecté sur les systèmes existants de l'entreprise, donc des travaux d'interface qui sont souvent nécessaires. On peut même supporter en amont certains travaux de collecte de données, puis aussi, comme tu le disais, d'achat d'équipements pour la collecte des données, justement. Par contre, c'est quand même discrétionnaire, notre 50 là. Des fois, on va supporter moins là, parce qu'évidemment, on ne veut pas se ramasser avec un projet qui est finalement juste l'achat d'équipement. Et de l'API, la propriété intellectuelle, pardon, qui résulte de ce projet-là. Donc, on peut aussi couvrir une partie de ces frais-là là, pour un dépôt de brevet ou des choses comme ça. Génial. Merci Benoît, ça fait, je pense, un bon tour de ce que je voulais qu'on couvre ensemble aujourd'hui. C'est un plaisir, comme toujours. Puis c'est un plaisir de te recevoir à Vauban au chalet et au plaisir de te reparler sûrement dans les mois ou les semaines à venir au travers des projets qu'on espère justement déposer chez vous. N'oublie pas de mettre du bois dans ton feu, hein? Non, ouais, c'est clair, là, je l'ai dit pour une ou deux bûches, effectivement. Merci encore de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous autres. Puis merci encore.